Mon bébé ne fait pas ses nuits. Comment faire pour l'aider à y parvenir seul? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton bébé ne fait pas encore ses nuits et comment l'aider pour y parvenir avec seulement 3 astuces. C'est parti! Salut, je m'appelle Marion, je suis maman et pas seulement, je suis aussi infirmière puéricultrice. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos car j'en publie une chaque semaine. Alors pourquoi ton bébé ne fait-il pas ses nuits et n'arrive pas à s'endormir seul? Des questions que tu te poses certainement en ayant cliqué sur cette vidéo. Sache que je me suis posé ces mêmes questions car le sommeil chez ma fille a toujours été notre bête noire. Déjà pour comprendre ça et pour surtout te déculpabiliser, oui, parce que quand on devient parent, je pense que le sentiment de culpabilité nous envahit très souvent quand on n'arrive pas à faire quelque chose avec notre enfant, quand on se retrouve en difficulté. Et la question qu'on se pose souvent, c'est « mais qu'est-ce que j'ai loupé ?» Pas vrai? Je vais d'abord t'expliquer la physiologie du sommeil et tu vas vite comprendre que le sommeil de ton enfant ne va pas dépendre de toi, mais plutôt de ses capacités et ses apprentissages à lui. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les 3 astuces qui vont te permettre d'accompagner ton enfant dans l'autonomisation du sommeil. Donc concernant la physiologie du sommeil, il faut savoir que le sommeil est composé de plusieurs cycles et chaque cycle est lui-même divisé en plusieurs phases de sommeil. Ces phases de sommeil vont évoluer au fur et à mesure que l'enfant grandit. À la naissance, le bébé naît avec 2 phases de sommeil tandis que nous, en tant qu'adultes, on a 5 phases de sommeil. On dit aussi du coup que l'enfant aura un sommeil semblable à celui d'un adulte à l'âge de 5-6 ans. L'enfant a également des besoins en sommeil qui vont évoluer en grandissant. En fait, plus un enfant va grandir, moins il aura besoin de dormir. Alors, il faut savoir que le sommeil est une forme de séparation et que l'enfant a besoin d'être serein et rassuré au moment de l'endormissement pour pouvoir lâcher prise et du coup s'abandonner au sommeil. Les enfants comme les adultes ont des réveils nocturnes, donc c'est tout à fait normal, à la différence que l'adulte, lui, qui a un cerveau mature et sait qu'il peut se rendormir seul, va trouver des techniques pour se rendormir, quoi, clairement. Un enfant, lui, s'il n'est pas rassuré, il va avoir besoin d'aide pour se rendormir. Donc tout à fait normal qu'un enfant se réveille plusieurs fois par nuit. Le seul bémol du coup c'est quand effectivement il a besoin à chaque fois de nous pour se rendormir et c'est là que vous allez pouvoir y travailler. Du coup, pour l'aider à votre enfant à s'endormir seul, il y a 3 astuces que je peux vous donner. Mettre en place une routine d'endormissement. Elle va permettre à ton bébé d'avoir des repères de temps et être sécurisante. En fait, le but, c'est de toujours mettre en place des actions à partir de la même heure et toujours dans le même ordre. Donc par exemple, à partir de 18h30, on va commencer le bain. À 19h, ça va être le repas. À 19h20, 30, ça va être voilà, lavage de dents ou changement de couche pour le bébé. Et ensuite, 8h moins le quart, ça va être petite histoire ou petite chanson, petite berceuse dans les bras de papa ou de maman. Et ensuite déposer dans le lit avec une petite berceuse musicale avec des petites lumières, une petite lumière vraiment tamisée, hein. L'important vraiment c'est que l'enfant doit être dans le noir. Et voilà, et en fait toutes ces mêmes actions toujours dans le même ordre et à partir de la même heure, et c'est ce qui va créer un climat rassurant pour l'enfant. Et en fait il va comprendre, en fait, quand la routine va se mettre en route, il va comprendre en fait ce qui va arriver. Ah bah là ça va être le moment d'aller dormir. Quelque chose à savoir qui est aussi super important, c'est que pour que l'enfant s'endorme plus facilement, il est très important qu'il soit dans l'obscurité la plus totale. Alors une petite veilleuse peut suffire, mais en fait l'important d'être dans le noir, c'est qu'en fait le corps va sécréter l'hormone du sommeil, donc la mélatonine, quand le corps va se sentir dans le noir, en fait. Et c'est ce qui va aider l'enfant à s'endormir. Donc très important d'être dans l'obscurité. Pareil pour la sieste, souvent, alors à un moment donné on pouvait dire, surtout quand vous voulez qu'il dorme, pour qu'il fasse la différence entre le jour et la nuit, il faut que la journée il dorme en plein jour, avec du bruit, tout ça dans le salon pendant que vous faites des choses, et la nuit effectivement il faut que ça soit dans le noir le plus total, avec vraiment pas, on parle pas à son bébé ou on lui chuchote, voilà, pas de bruit, pour qu'il y ait une différenciation.
Aujourd'hui, maintenant, on sait que même la journée, si vous voulez que votre enfant ait des facilités pour s'endormir, il faut quand même qu'il soit dans l'obscurité. Alors peut-être que vous pouvez différencier quand même en ne fermant pas totalement les volets. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir. Il y a quelque chose aussi qui me paraît important de préciser, c'est que aujourd'hui, on le sait, laisser pleurer un bébé, c'est très délétère pour son développement. Alors ça n'a jamais résolu grand chose finalement. Effectivement, il y a des bébés qui vont finir par s'endormir lorsqu'on les laisse pleurer. J'entends même parfois oui mais moi mon bébé il a besoin de pleurer un petit peu avant de s'endormir. C'est un point de vue, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Aujourd'hui on sait que les enfants, lorsqu'ils pleurent, c'est qu'ils expriment une angoisse. Et en fait le rôle pour l'adulte c'est de devoir le rassurer pour qu'il passe outre cette angoisse. Quand un bébé finit par s'endormir en ayant pleuré 5, 10, 15, 20 minutes, même des fois plus, en fait il finit par s'endormir par résignation. C'est-à-dire qu'au moment où il pleure, il voit personne arriver, il voit personne lui porter secours, donc il se dit à un moment donné, en fait quand l'enfant pleure, il y a l'hormone de stress qui est sécrétée, le cortisol, et ce cortisol à haute dose au niveau du sang est très toxique pour le cerveau. Parce que le sang, donc, irrigue le cerveau, donc le cortisol arrive au cerveau. Et à un moment donné, en fait, le cortisol est toxique pour le corps, d'un point de vue général, l'hormone du stress n'est pas bonne. Et on sait que quand il y a un gros stress, le corps, en fait, le stress pourrait nous faire mourir. Le stress à haute dose peut causer un arrêt cardiaque. Donc du coup, le corps va combattre ça. À un moment donné, à une certaine dose de cortisol, le corps va libérer l'hormone du plaisir et de la détente, donc l'endorphine, pour en fait contrecarrer la production de stress et la faire baisser d'un coup, la faire chuter. Mais du coup, c'est à ce moment-là que l'enfant du coup va se résigner et du coup va finir par s'endormir. Mais en soi, c'est pas une bonne chose du tout parce que du coup il s'endort dans le stress et surtout il va avoir notion que quand il appelle, personne vient. Donc du coup autant s'économiser et pas pleurer. Mais d'un point de vue estime de lui-même et confiance en lui et du coup confiance en les autres, c'est pas bon du tout parce qu'on lui exprime qu'en gros quand il est en danger, il peut pleurer, personne viendra quoi. Donc vraiment, moi je vous invite vraiment à accompagner votre bébé, le laisser pleurer le moins possible. Je sais qu'il y a des fois c'est tellement difficile que effectivement peut-être que des fois il vaut mieux le laisser pleurer 5-10 minutes en sécurité dans son lit pendant que nous on va souffler un coup parce que ça fait peut-être 1 heure qu'on essaie de l'endormir et qu'à un moment donné la cocotte minute commence à être pleine, quoi, on va dire. Donc il y a une nuance à ça. Si vous voulez, à un moment donné, quand vous sentez que vous êtes trop agacé, trop énervé pour endormir votre bébé, c'est sûr que c'est contre-productif. Donc à la limite, vaut mieux le laisser pleurer 5-10 minutes dans son lit, aller prendre l'air et revenir après. Voilà pour recommencer la routine, essayer de le rendormir une dernière fois, une autre fois, une fois supplémentaire. Mais voilà, en tout cas. La nuance, c'est qu'il ne faut pas penser qu'en laissant pleurer son bébé, ça va lui apprendre quoi que ce soit, mis à part, en fait, tu peux pleurer, je m'en fiche, je ne viendrai pas. La deuxième astuce que je peux te donner, c'est d'observer l'apparition des signes de fatigue de ton enfant. Donc, il y a 2 styles, on va dire, de signes de fatigue. Il y a ceux qu'on peut remarquer qui sont très flagrants. L'enfant qui se frotte les yeux, qui se frotte les oreilles, qui se frotte le nez, qui chouine, qui bâille. Où on peut nettement voir qu'il est fatigué, qu'il a besoin de dormir. Mais avant ces signes-là, il y a d'autres signes qui doivent nous interpeller et ils sont pas toujours faciles à repérer. Il y en a 2-3 que je peux vous donner comme ça et en fait après c'est vraiment en fonction de chaque enfant. Mais vous pouvez observer que l'enfant est en train de jouer, il est actif dans ce qu'il fait et à un moment donné il s'arrête et puis il a le regard dans le vide comme ça. On a l'impression qu'il y a le vent qui passe, il est dans la lune. Ça peut être un signe de le corps qui est en train d'envoyer le message, qui commence à être fatigué et qui se met petit à petit en veille. Donc du coup, au moment où vous repérez ce signe-là, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en place la routine de sommeil pour que votre enfant soit couché dans son lit au moment où il a les gros signes de fatigue, où il bâille, où il se frotte les yeux, là où la grosse fatigue l'accable. Et enfin, la troisième astuce que je peux te donner, c'est de repérer la durée de phase d'éveil. En fait,
des fois quand on a du mal à capter, comme je disais, les premiers signes de fatigue qui sont vraiment pas toujours évidents à repérer, c'est de calculer la durée, le temps d'éveil de son enfant. Par exemple, moi je sais que ma fille qui a 3 ans et demi, je sais que entre le moment où elle se réveille le matin et le moment où elle va avoir envie de dormir l'après-midi, il va se passer 6 heures. Donc à partir de là, je vais compter, voilà, si elle se réveille à 8 heures, je sais qu'à 14 heures, elle va normalement se rendormir. Si elle est dans les bonnes conditions, elle va se rendormir à 14 heures. Du coup, ce que je fais, c'est que à 13h30, je sais qu'il faut qu'on soit dans le lit et qu'on ait commencé à lire l'histoire, qu'elle soit déjà en condition pour s'endormir. Comme ça, en général, à 13h40, 45, on a fini de lire l'histoire, on fait le câlin, on met la petite berceuse et un quart d'heure après, elle s'endort. Franchement, à partir du moment où j'ai eu cette astuce-là, ça a été beaucoup plus simple. Bien sûr, il a fallu quand même que j'observe ma fille, hein, parce que... et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de tenir un espèce de petit tableau avec en fait l'heure à laquelle elle se réveille, l'heure à laquelle j'observe les premiers signes de fatigue, l'heure à laquelle je mets en route la routine et l'heure à laquelle elle va s'endormir, l'heure à laquelle elle va se réveiller. Tous ces petits paramètres en fait m'ont aidé à comprendre du coup voilà la durée d'éveil, le temps d'éveil de ma fille, combien de temps elle mettait pour s'endormir à partir du moment où elle était dans de bonnes conditions, et du coup j'ai pu adapter ça aux horaires dans la journée pour pouvoir passer moins de temps à l'endormir, parce que il y a un moment donné, je vous expliquerai un petit peu mon expérience après, mais ouais, c'était catastrophique, hein, c'était vraiment l'enfer. On pouvait passer 2 heures à attendre qu'elle s'endorme, quoi. Mais parce qu'on n'avait pas les bonnes infos. Alors c'est sûr que ça demande du boulot, hein, et que ça demande de la rigueur, mais si vous faites ça au minimum sur une semaine, ça va vraiment vous permettre de comprendre plein de choses et ça va vraiment aussi vous faciliter la tâche du coup, hein. En faisant tout ça, gardez quand même bien en tête que la qualité du sommeil de votre enfant va vraiment dépendre de son âge, de son évolution et surtout de la capacité à être rassuré. Donc voilà, ne vous mettez pas martel en tête, voilà, je mets ça en place sur une semaine, dans une semaine c'est bon, il fait ses nuits, je suis tranquille. Non, c'est vraiment un travail de longue haleine. Faut vraiment se dire que le sommeil est vraiment une acquisition qui est longue et fragile, c'est-à-dire que, voilà, je l'ai dit en début de vidéo, voilà, on dit que le sommeil de l'enfant est vraiment calé sur le sommeil de l'adulte à partir de 5-6 ans. Donc du coup, voilà, tout ce qui va se passer avant, en fait, ça peut être aidé, être amélioré en fonction de comment vous accompagnez votre enfant. Mais faut pas s'imaginer que de but en blanc, votre enfant va faire ses nuits de 8h à 20h le matin. Alors il y en a à qui ça arrive, hein. Il y en a. Je vous rassure, hein, en travaillant en PMI, c'est vraiment pas la majorité des cas. Les bébés qui font leur nuit en sortant de la maternité, souvent c'est des bébés qui eux-mêmes vont avoir des soucis de sommeil et d'endormissement à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est là que c'est encore plus dur pour les parents, parce qu'ils ont connu un sommeil réparateur et vraiment cool dès le début de la vie de l'enfant. Et puis d'un seul coup, c'est fini et là, c'est la panique à bord. Donc vraiment, gardez en tête que le sommeil, c'est vraiment un apprentissage qui est long, qui est fragilisé aussi par les évolutions motrices, par voilà, le fait d'apprendre à se tourner sur le ventre, de s'asseoir, de marcher à 4 pattes. Tout ça, ça peut perturber un petit peu le sommeil de bébé pendant une période. Les pics de croissance, les poussées dentaires, voilà, avec la douleur, les rhumes, l'entrée à l'école maternelle ou même l'entrée en crèche, l'accueil chez une asthmate, maman qui retourne au travail, peut-être l'ambiance de la maison des fois qui est pas trop cool. Tout ça, ça peut vraiment impacter le sommeil. Alors c'est vrai que cette période est pas évidente, mais gardez bien une phrase en tête. Moi, c'est toujours ce qui m'aidait quand j'étais un peu en perdition par rapport à l'endormissement de ma fille. Je me disais de toute façon, elle va pas être bébé toute sa vie, elle va grandir et un jour le sommeil, elle aura plus besoin de moi pour s'endormir. Même quand elle se réveillera la nuit pour aller faire pipi, elle ira se recoucher toute seule sans venir nous réveiller. Je sais qu'un jour ce moment-là va arriver, donc c'est vraiment une phrase qui me donnait du courage, quoi. Oui, parce que du coup, comme je le disais
au début de la vidéo, ouais, le sommeil de ma fille, ça a toujours été la bête noire, et ça depuis le début, depuis sa naissance. Bon, nous, on a eu un peu des circonstances atténuantes, le syndrome de Kiss, clairement, ça nous a pas vraiment, ça a pas mis les chances de notre côté pour avoir un bon sommeil avec elle. Mais voilà, il y a un moment donné où elle s'endormait qu'au sein, elle pouvait s'endormir qu'en écharpe de portage, ou alors on devait l'emmailloter et puis la bercer d'une certaine manière, parce que comme ça marchait pas, comme ça marchait, enfin c'était tout un truc. Pareil, à un moment donné, je me souviens que je la mettais en porte-bébé, donc face au sein, pour qu'elle puisse téter le sein en même temps. Oui, parce que bien sûr, elle ne voulait pas de la tétine en plastique, sinon c'est pas drôle. Donc du coup, elle était en porte-bébé et je marchais avec la peluche qui diffusait la berceuse, et je marchais jusqu'à temps qu'elle s'endorme. Il y a des fois, elle pouvait s'endormir vite. Et en fait, au moment où j'amorçais la descente pour la poser dans le lit, elle se réveillait et c'était reparti pour un tour. Donc non, vraiment, c'était l'enfer. Moi, j'avais aussi au moins 5 ou 7 réveils par nuit, encore jusqu'à ses 15 mois. Ouais, franchement, on a un peu morflé. Et puis je dis moi parce que bien sûr, elle se rendormait qu'avec le sein. Donc Anthony, malheureusement, il pouvait pas m'aider à grand-chose. Donc non... à un moment donné, je me suis dit non, là va falloir que... Je me souviens que j'ai acheté un livre qui s'appelle Dormir sans larmes de Rosa Jové. C'est une pédiatre espagnole. J'en avais beaucoup entendu parler en bien, disant que voilà, c'était un livre qui était très déculpabilisant et bienveillant. Et c'est vrai, franchement, j'ai appris plein de choses en plus de ce que je savais déjà, parce que oui, le sommeil de l'enfant, on voit les grandes lignes, on va dire, à l'école de père, mais ce livre-là m'a vraiment permis d'approfondir ses connaissances. Et j'ai acheté ce livre-là aux alentours des 9-10 mois d'Héloïse. Et en fait, ouais, j'ai vachement déculpabilisé en disant « Ouais, ok, d'accord, je galère maintenant, mais à un moment donné, elle aura plus besoin de moi pour ça, donc cool, ça va le faire, il faut juste que je sois patiente. » Et à 15 mois, j'en pouvais plus. C'était trop dur. Les 7 réveils par nuit, franchement, j'étais un cadavre, j'avais des cernes jusque-là, j'avais un sommeil qui n'était pas du tout réparateur. Et puis ça joue sur tout, ça joue sur le moral, ça jouait sur ma capacité à être patiente avec elle, à être bienveillante, à être empathique. À la fin, je me disais non, mais en fait, non, là, stop, là, mon manque de sommeil pouvait même des fois atteindre l'ambiance du couple, quoi, parce que clairement, le pauvre Anthony, il en a pris plein la tronche, parce que j'étais crevée, quoi, j'en pouvais plus. Du coup, capture. Je sais pas si je peux parler en même temps qu'il fait ça. Bref. Du coup, au moment où, au point du non-retour, on va dire, j'ai fini par contacter une consultante en sommeil qui m'a encore apporté d'autres choses au niveau connaissance, d'autres techniques, qui m'a appris un peu la technique de repérer les signes de fatigue, de repérer la durée d'éveil, le temps d'éveil et tout ça. Ça m'a quand même aidé sur plein de choses. Ça n'a pas été miraculeux, je ne peux pas vous dire, mais ça a quand même amélioré considérablement ma qualité à moi de mon sommeil et la qualité de l'endormissement d'Héloïse. J'y passais beaucoup moins de temps, j'avais plus à la mettre en porte-bébé et à marcher sans arrêt jusqu'à temps qu'elle s'endorme. J'avais décidé que l'endormissement se ferait allongé dans le lit avec elle. Parce que je tiens vraiment à pouvoir l'accompagner pour qu'elle puisse s'endormir sereinement. Et pas la laisser pleurer comme j'expliquais juste avant. Moi, c'est quelque chose que je ne pouvais pas concevoir. Du coup, voilà, c'était important pour moi de continuer de l'accompagner au mieux, mais que ça soit quand même moins lourd pour moi. Donc du coup, voilà, on a réussi à... J'ai eu 2 mois de suivi avec cette consultante en sommeil. Et oui, ça m'a vachement aidée. Et après, encore aujourd'hui, c'est pas facile tout le temps, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Et disons que les habitudes de sommeil et d'endormissement d'Héloïse nous correspondent quand même mieux, même si on pense qu'il y a toujours mieux. Mais au moins, voilà, celle-ci nous vont très bien quand même. Dites-moi en commentaire quelle est la routine d'endormissement que vous-même vous avez mis en place avec vos bébés, vos enfants, et aussi votre expérience là-dedans, parce que en fait, le fait de raconter l'expérience qu'on peut en avoir sur le sommeil et de mettre au grand jour nos difficultés, en fait, en lisant ça, souvent on se rend compte qu'on est plusieurs parents à être dans la même galère, clairement, et du coup ça permet de se sentir moins seul et ça fait quand même du bien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker si elle t'a plu, si elle t'a été utile, et surtout à la partager sur tes réseaux pour que d'autres parents en difficulté puissent tomber dessus et puis du coup être aidés.
Et pour ma part, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!